Salut à tous et bon retour dans notre cours de physique chimie niveau terminal. On va essayer de progresser un peu. Euh, Nous allons essayer de commencer un nouveau chapitre aujourd'hui là. On va aller en physique. Le chapitre en numéro, peut-être numéro 4. Ok. Ou numéro 3. Ça doit être numéro 4. Ça, c'est une erreur. Travail et énergie cinétique là. On a déjà fait ça. Là, maintenant, on va aller avec mouvement, mouvement dans un champ gravitationnel. OK? C'est ce qu'on va faire. Ces chapitres-là, peut-être on va corriger ça. Chapitre 4, ici. Voilà. Donc, mouvement dans un champ gravitationnel. Donc, champ de gravitation. On va voir c'est quoi un champ de gravitation et quelles sont les forces qui peuvent agir sur un objet. OK? Voilà. Donc, chapitre 4, mouvement dans un champ gravitationnel. Donc, voici le contenu du chapitre. Il y a 4 points. Le premier point, champ et interaction gravitationnelle. Deuxième point, mouvement de chute libre. Troisième point, mouvement des satellites et des planètes. Quatrième point, mouvement de glissement sur un plan incliné lisse. Bon, ça c'est pour la terminale C uniquement, pas pour la terminale D. OK? Donc, aujourd'hui peut-être, nous allons essayer d'aborder les deux premiers points. Champ et interaction gravitationnelle, mouvement de chute libre. OK? Et on va faire après une autre vidéo qui va parler de ces deux derniers points. D'accord? Voilà. Donc, allons-y avec les premiers points, champ et interaction gravitationnelle. Donc, on va voir c'est quoi une force de gravitation. Force de gravitation. Quand on dit gravité, ça veut dire quoi? Quand on dit que la Terre gravite autour du Soleil, ou bien la Lune gravite autour de la Terre, ok? C'est dit, ça tourne, ok? Donc, quand ça tourne là, il y a une force qui s'exerce. La loi de gravitation universelle, ok? Loi de gravitation universelle. Cette loi dit que deux particules matérielles de masse MA, MB, on a deux particules A et B. Leur masse, c'est MA, MB. Placées en deux points, point A et B, situés à la distance R. OK? Donc, on va placer une particule au point A, une autre particule au point B. La distance entre les deux, c'est le petit L. Donc, quand on a deux particules comme ça, les deux particules exercent respectivement l'une sur l'autre des forces d'attraction, des forces attractives. OK? Donc, on va dire FA, c'est la force que la particule A. FAB, c'est la force que la particule A exerce sur la particule B. FBA, c'est la force que la particule B exerce sur la particule A. OK? On dit que ces forces-là sont appliquées, sont appelées forces de gravitation ou forces d'interaction gravitationnelle. Jusqu'à là, ce sont juste des définitions. Hein. Voilà. Maintenant, d'après les principes des actions réciproques,
ces forces-là ont même direction, même intensité, et les sens sont opposés. Okay? En termes d'intensité, c'est la même chose. Et ces deux forces sont portées par une même droite d'action. Mais en termes de sens, ces deux sont opposés. OK? Jusque-là, ce sont des définitions. Il n'y a pas grand-chose à expliquer ici. Maintenant, on vous dit que l'unité de ces forces, l'intensité, pardon, de ces deux forces-là est donnée par cette formule. C'est-à-dire la force va dépendre des deux masses, parce qu'on a dit, rappelez-vous qu'on a dit qu'on a des points matériels, des MA et MB, masse MA, masse MB. Donc la force qui s'exerce, qui va s'exercer entre les deux là, elle va dépendre de la masse de chacun des points. OK? Et cette force-là aussi va dépendre encore de la distance entre les deux points matériels. En plus de ça, on aura une constante qui est ici notée G, qui est appelée constante de gravitation universelle. Donc, c'est juste un nombre qu'on va vous donner, vous devez multiplier. Donc, c'est-à-dire que si on vous donne des objets, on vous dit des objets, des masses sont placées l'une de l'autre à une distance R, puis on vous demande de calculer la force qu'exerce l'une sur l'autre. C'est simple. En termes de valeur absolue, en termes de l'intensité de la force, vous prenez la masse du premier objet multiplié par la masse du second. Quand je dis objet, ça veut dire aussi, on parle ici des points, des particules matérielles. OK? Que vous divisez par la distance entre les deux. Et multipliez ici par cette constante. Donc, si on vous dit de calculer la force d'attraction entre la Lune et la Terre, vous pouvez utiliser cette formule-là. Vous prenez la masse de la Terre, multiplié par la masse de la Lune, divisé par la distance de la Terre, la distance entre la Terre et la Lune, au carré, parce que R là est au carré ici. Et vous multipliez le tout par cette constante de gravitation universelle. J'espère qu'ici, là, il n'y a pas quelque chose de compliqué, je pense. OK, donc voici un peu la constante là, la constante de gravitation universelle, 6,67 10 puissance moins 11 Newton mètre carré par kilogramme moins 2. Voici la constante. Le G là, ce qui est là. Donc, ça, c'est juste un schéma qui explique un peu la chose. OK? Donc, si vous prenez le point A ici, le point, les points matériels, particules matérielles B ici, donc la distance entre A et B, c'est R, le petit r. Maintenant, MA, c'est la masse de celui-là. MB, c'est la masse de celui-là. OK? On vous dit que quand c'est comme ça, la force, la particule A va attirer la particule B. Et c'est cette force-là qui est là. C'est-à-dire, c'est une force d'attraction. Particule A là, tire particule B vers elle. Et ça s'appelle la force A sur B. Vous voyez, A, flèche vers B. Et cette force-là, le point d'application, c'est au niveau de B, hein, parce que c'est B qui est tiré. Donc, ça part vers A.
En même temps, la particule B aussi va tirer la particule A vers elle. Donc là, c'est cette force-là qu'on va prendre. Donc, F de B sur A. B sur A, ça veut dire B qui tire A. Maintenant, cette petite flèche qui est ici, là, c'est juste une force et un vecteur unitaire. Vous voyez, c'est écrit UAB. C'est le vecteur unitaire. C'est le petit vecteur qui est là. OK? Donc, étant donné que notre vecteur unitaire part dans ce sens, il est dans le même sens que le vecteur BA. Vous voyez ici, UAB, vecteur directeur de la droite. C'est juste le vecteur unitaire. Donc, on peut poser l'expression vectorielle comme ça. F de A, B, la force que la particule A exerce sur la particule B. Et ça, c'est cette force, hein, comme ça. Vous voyez qu'elle est bien, bel et bien opposée au vecteur unitaire. Donc, on doit mettre un moins. À cause de, parce que ici, là, c'est expression vectorielle, expression avec les flèches. Donc, G, OK, constante de gravitation universelle, MA fois MB sur R au carré, et on multiplie par le vecteur universel et vecteur unitaire. OK, ça, c'est expression vectorielle, si vous voulez. Mais ce qu'on nous demande de retenir, surtout, c'est ça, là, cette formule. OK? La constante, la valeur de la constante universelle et de gravitation universelle, elle est là. Donc ça, vous devez aussi retenir, bien que le plus souvent on vous donne ça. Mais il faut retenir quand même. Afin de faire beaucoup d'exercices même, vous allez retenir ça très facilement. Donc, le produit de deux masses divisé par le carré de la distance est multiplié par la constante universelle. C'est tout. La constante de gravitation universelle. Donc, cette première définition, je pense que c'est déjà gagné. Force de gravitation. C'est ça qu'on appelle force de gravitation. OK? Maintenant, en deuxième position, toujours petit 1, hein, petit 1, petit d. Maintenant, champ de gravitation. Champ de gravitation. Maintenant, on dit qu'en un point de l'espace existe un champ gravitationnel si, en amenant une masse ponctuelle à ce point-là, cette masse est soumise à une force de gravitation. Vous connaissez maintenant ce qui veut dire force de gravitation. Imaginez maintenant qu'autour d'une masse donnée, ou bien à un endroit donné, si vous déposez un objet, cet objet-là soit attiré par, par quelque chose. En tout cas, une force qui tire l'objet. Ou bien, supposons que vous avez un aimant. Vous voyez les aimants là? Aimants de forme, voilà, un peu long comme ça. Ou bien, peu importe la forme de votre aimant, on s'en fout. Vous déposez votre aimant quelque part. OK? Et tout autour de l'aimant, il y a comme une zone tout autour de cet aimant que vous avez déposé là. Une zone dans laquelle, si vous mettez un morceau de fer, ce morceau de fer là sera vite attiré par votre aimant, par exemple. Donc, supposons que votre aimant est là et votre morceau de fer est là. Donc, avec cette distance, on suppose que, OK, il n'y a pas d'attraction d'abord. Vous rapprochez, vous rapprochez, vous rapprochez, vous rapprochez. Arrivé à un certain moment, le morceau de fer que vous avez ici sera attiré et ça va aller se coller à votre aimant. Donc, à partir de quelle distance l'attraction va commencer? Ça va dépendre de la force de votre aimant, bien sûr, et aussi de la masse du morceau de fer que vous avez approché pour que vous sentiez l'attraction. Donc, la zone, les rayons autour de l'aimant, là, la zone
cette zone-là, on va dire que cette zone-là, il y a un champ. Okay? Je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'ai pas eu d'image pour expliquer ça. Il y a un champ autour de cet aimant-là qui, dès que un morceau de fer rentre dans ces champs-là, dans ces cercles-là, ce morceau de fer sera attiré, forcément. Donc, quelque chose comme ça. Okay? Donc, si on amène, c'est ce qui est dit ici, si on amène une masse ponctuelle à ce point, à un point donné, et que cette masse-là est soumise à une force de gravitation, alors on va dire qu'à cet endroit-là, il y a un champ gravitationnel. Champ comme champ pour aller cultiver là. Voici un peu un exemple. Si je prends ici cette masse, c'est la même chose que la Terre. Hein? Okay? Si vous prenez cette masse, donc autour de cette masse-là, grand M, attention, la masse qui attire ici, c'est grand M. Okay? Tout autour de cette masse grand M, vous voyez ici, des petites fléchettes là, petites fléchettes. C'est tout là, tout ça là qu'on appelle champ gravitationnel. Donc, quand vous venez vous déposer un petit objet de masse petit m ici, vite il sera attiré, vous voyez la flèche rouge là, par cette force qui va attirer. Il y a une distance r ici, petit r. C'est la même chose qui se passe avec la Terre. Quand vous jetez un objet, l'objet là retombe sur la Terre. Supposons que ça c'est la Terre. Okay? Quand vous jetez un objet vers le haut, par exemple, dans les ciels, cet objet-là va revenir. Parce qu'il y a un champ gravitationnel autour de la Terre. Maintenant, supposons que vous arrivez à amener l'objet là très loin, carrément loin. Vous allez vers vers la Lune. Pour aller vers la Lune, arriver à un certain moment, l'attraction là, vers la Terre là, diminue. L'attraction vers la Terre diminue. Donc, à la surface de la Terre, à l'approche ici, c'est encore plus fort. Voici pourquoi la distance aussi est importante. Les rayons R, la distance aussi est importante. À la surface, c'est encore plus fort. Plus vous vous éloignez, plus ça devient plus faible. Puisque faut vous rappeler que c'est divisé par R au carré. Donc, plus R est grand, plus la force est petite. OK? Donc, si vous prenez aussi l'exemple de la Lune, quand vous voyez dans les films, les astronautes qui sont sur la Lune, ils voient, c'est comme s'ils flottent. C'est comme s'ils flottent. C'est-à-dire, l'attraction là n'est pas trop forte. Sur la Lune, la gravité, c'est un sixième, à peu près un sixième de la gravité de la Terre. OK? Donc, le champ gravitationnel là n'est pas trop fort autour de la Lune. J'espère que vous avez compris ce que veut dire champ gravitationnel. Donc, les champs là, c'est-à-dire, c'est toute cette zone-là dans laquelle, où, si vous placez un objet ici, si vous placez un objet ici, n'importe où, cet objet-là sera soumis à une force de gravitation. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. On dit qu'un objet, on dit qu'en un point de l'espace existe un champ gravitationnel, si en amenant, en amenant une masse ponctuelle en ce point, cette masse est soumise à une force de gravitation. Donc, en amenant à ce point-là une masse ponctuelle, cette masse ponctuelle qu'on a amenée là, elle sera soumise à une force de gravitation. Voilà, donc on va dire que ici là, il y a un champ gravitationnel. Donc, voici comment on peut obtenir cette force. La force qui est là, F, la force d'attraction qui va attirer l'objet là. Voilà. Cette force-là sera égale à M
fois G. Les M là, c'est les grands M là, c'est pas les petits M. C'est ça la force. M, les grands M, c'est-à-dire la masse de l'objet qui attire. Okay? On va dire peut-être la Terre comme ça. Donc les grands M, c'est cette masse. G maintenant. On a dit F ici, vecteur force de gravitation. Ça, c'est la force de gravitation. La force F ici. Okay? G, ça, c'est ce qu'on va dire champ de gravitation. Donc ça, c'est champ de gravitation, le G là. OK? M, masse du corps soumis au champ de gravitation. Normalement, grand M là devait être celui-là, petit M. Je sais pas ce qui s'est passé. La formule là, on va changer ça après. Parce qu'ici, c'est bien dit masse du corps soumis au champ de gravitation. Donc, G s'exprime en newton par kilogramme. Donc, le grand M là, normalement, ça devait être ce petit M là. OK? Voilà. Parce que plus ça change, plus le petit M change, plus la masse de l'objet attiré va affecter la force, quoi. Soit c'est là-bas, ou soit c'est ici, là, qui n'est pas, cette phrase-là, qui n'est pas correcte. Parce que les deux ne concordent pas. Masse du corps soumis au champ gravitationnel. Normalement, ça doit être ça. OK? OK. Donc, ici, on vous dit les champs de gravitation créés par une masse ponctuelle petit m est donné par cette formule. OK? G, le grand G qui est là. G, la constante universelle de gravitation là. Vous vous rappelez? On a vu ça précédemment. Multiplié par M divisé par R au carré. Donc, ça, on dit les champs de gravitation créés par une masse ponctuelle M. Donc, les champs créés par cette masse-là sera grand M. On va remplacer les petits M là par grand M. Parce qu'on a dit créé par une masse ponctuelle grand, petit m ici. Donc ici. Alors qu'ici, notre champ là est créé par le grand M ici. OK? Voilà. Donc, ici là, peut-être que l'image là ne va pas avec l'explication ici. Sinon ici, le M qui est là, le M qui est là, ça doit être la masse, le petit M qui est là. OK? Je vais corriger ça après. Voilà. Et celui qui est là, le petit M là, ça doit être le grand M ici. Donc, si on fait ces genres de champs gravitationnels-là, les champs créés par une masse ponctuelle est radiale et centripète. Donc, ça veut dire que c'est comme un rayon. Et puis, les rayons-là, les forces-là vont vers les centres. Comme vous voyez comme ça. Ça part vers les centres. Donc, les champs créés par un corps symétrique sphérique à une distance Z de son centre est G, M
ici R plus Z au carré. Vous voyez les rayons là? Les rayons petit R qui est là. C'est jusqu'au centre, en fait. C'est pas au bord. C'est jusqu'au centre. Donc, si les rayons, cette masse-là a un rayon, c'est comme si c'était les rayons plus la distance ici à là. Donc, c'est comme si on a remplacé les petits R là par ça. Les grands R, c'est les rayons, plus Z, plus l'altitude. Donc, le tout au carré. OK? Donc, allons-y. Les champs de gravitation créés par la Terre, on est d'accord, on se met d'accord que c'est un corps sphérique, symétrique, sphérique. Donc, le champ de gravitation qui est créé par la Terre, c'est ça on appelle champ de pesanteur. Donc, je le disais même avant, champ de pesanteur. Donc, on note ça comme ça. G égale à G comme ça. Donc, si vous avez la Terre comme ça, autour de la Terre, le champ de pesanteur, là, c'est là. Donc, si vous avez des points matériels de masse M1, petit M2, petit M3, en fonction de la distance entre les points et puis le centre de la Terre, et aussi de la masse de l'objet en question, on aura des différentes forces, F1, F2, F3. Mais le champ est autour de la Terre comme ça. Donc, on note ça G comme ça. Les champs aussi, la valeur du champ aussi va changer en fonction de la distance. Comme vous avez dit, vu tout de suite, les champs gravitationnels là, est fonction du rayon, de la distance. OK? Donc, par exemple, si je prends ce champ-là, sera plus fort, l'attraction sera plus forte ici que ce champ-là, par exemple. Donc, c'est quelque chose comme ça, on a autour de la Terre aussi. Donc, à une altitude Z de la surface terrestre, donc G du champ gravitationnel là, égale à GMT, puis vous faites RT plus Z du tout au carré. MT là, c'est la masse de la Terre. RT plus Z. RT, c'est les rayons de la Terre. Maintenant, Z là, c'est l'altitude Z. On vient de le dire ici, l'altitude Z. OK? Si vous voyez cette formule-là, si on repart un peu en haut, si vous voyez la constante gravitationnelle multipliée par la masse et divisée par R plus Z. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Ici, on va noter ça là comme étant G0. Ça là égale à G0 multiplié par RT carré divisé par RT plus Z au carré. Juste une notation. On va dire ça, c'est égal à comme ça. Ou ici là, le MT, la masse de la Terre, RT, rayon de la Terre, G0 là, l'intensité de la pesanteur à la surface terrestre, à la surface de la Terre. Donc, quand on est à la surface de la Terre, ça veut dire que Z est nul, quoi. Ou bien, Z est 0.
Et Z ici est l'altitude du corps. Donc, c'est comme si on vous dit que pour trouver l'attraction et à une distance donnée, vous prenez G0, l'intensité de la pesanteur à la surface, que vous multipliez par ça. Rayon de la Terre au carré, divisé par rayon de la Terre, plus Z, le tout au carré. Donc, c'est juste une formule que vous pouvez retenir aussi facilement. Cette formule-là, elle est importante aussi. C'est comme ça. Voici une illustration. Donc, la distance R ici, c'est le rayon de la Terre. Donc, vous voyez le grand R, plus Z. Z, c'est cette distance. Voici un point A qui est attiré donc par la Terre, comme ça. On peut dire ça comme ça. Donc, G, vous voyez ici, G, c'est le champ de pesanteur, c'est-à-dire champ de gravitation créé par la Terre. Donc, G, c'est ce qu'on a défini ici. Donc, voici G. G, c'est de là jusqu'à là. Je vois la force. Maintenant, la force d'attraction maintenant, c'est cette force-là, F, que la Terre exerce sur ce point A-là. Donc, cette force, elle sera fonction du pesanteur G là, de la distance Z et du rayon de la Terre. Parce que dans G là, il y a rayon de la Terre déjà aussi, et la masse de la Terre aussi. Voilà. On va parler maintenant des champs et interactions gravitationnelles. Non, là, c'est le deuxième point normalement. Manque de temps pour préparer les cours là. Oui. Donc, c'est ici, hein, mouvement de chute libre. Donc, pour le premier point là, j'espère que c'est bon, hein. Vous avez compris. Vous avez toutes les formules. Il suffit juste d'appliquer et vous allez vous en sortir. OK? Donc, c'est le deuxième point, mouvement de, mouvement de chute libre. Donc là, on va voir si on a un objet en chute libre, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les différentes forces qui agissent? Comment la vitesse sera affectée? À quelle distance cet objet-là peut aller se poser? Voilà, c'est ce point-là que nous avons. OK? Mouvement de chute libre. Donc, champ de gravitation. On appelle chute libre. La définition est importante, hein? Chute libre. Quand on dit quelque chose est en train de chuter librement. Le mouvement, c'est le mouvement d'un objet soumis à aucune force, sauf son poids. Uniquement son poids. C'est ça qu'on appelle chute libre. Donc, ça veut dire que techniquement, c'est pas possible, hein, parce qu'il y a au moins, bon, au moins c'est possible, mais il faut des conditions, quoi. Il faut des conditions. Mais là, ça implique que les forces de frottement du vent sont négligeables. OK? Donc, ceci n'est réalisable en toute rigueur que dans le vide. Quand on dit vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air. Donc, il n'y aura pas frottement du vent. Donc, cependant, l'action de l'air peut être négligée si la vitesse de l'objet n'est pas trop élevée. OK? Ce qui serait toujours le cas dans notre cas ici, dans notre chapitre. Pour tout mouvement de chute libre,
Pour tout mouvement de chute libre, l'accélération du mouvement du centre d'inertie est égale au champ de pesanteur. Ça veut dire que l'accélération est égale à G, mouvement de chute libre, pour tout mouvement de chute libre. Parce que c'est la seule force. Dans les chapitres précédents, vous avez vu, non? Et, ou bien peut-être même les chapitres d'avant. OK? Somme de forces égale à MA. OK? Les lois de Newton, là. Somme des forces égale à MA. Alors que la seule force qui s'applique, c'est le poids. Et le poids égale à mg. Donc, c'est comme si on disait mg égale à ma. M égale à m et a égale à g. Donc, là-bas, on peut, en éliminant les m, vous allez avoir que a égale à g. C'est pour cela qu'on dit que pour tout mouvement de chute libre, l'accélération du mouvement du centre d'inertie est égale au champ de pesanteur, égale à g. Donc, l'accélération est indépendante de la masse du système et des conditions de sa vitesse, de sa mise en mouvement. Okay? Donc, voici ce que j'ai expliqué. Somme des forces extérieures égale à MA, ce qui veut dire, ce qui implique que MG, parce que la seule force qui est appliquée, c'est le poids. Et le poids, c'est M fois G. Donc, ça veut dire que MG égale à MA. Donc, si on simplifie les M, vous allez avoir A égale à G. Voilà ce que je disais tout de suite. Donc, lors d'une chute libre d'un point A à un point B, V vitesse au point B carré moins vitesse point A carré égale à D fois G, D fois l'accélération, facteur de ZA moins ZB. Ça là, dans cinématique là, on a vu ça. Sauf que là-bas, c'était pas, au lieu de G là, c'était A. Et au lieu de Z là, c'était des X. Il faut aller vérifier, vous allez voir que ça là, ça existe. Cette formule là, elle n'est pas nouvelle. Dans cinématique, on a fait cette formule. OK? Donc, ZA moins ZB supérieur à 0, la vitesse croît le long de la chute. Donc, la vitesse va augmenter. Parce que ZA est plus grand que ZB. ZA moins ZB. OK? C'est plus haut là, ou bien ça quitte en haut, puis ça descend. Donc, en haut étant en haut, c'est ZA. Puis ça descend, c'est ZB. Donc, ZA moins ZB, c'est plus grand moins plus petit, donc c'est positif. Et G étant positif, vitesse de B, c'est-à-dire la vitesse d'en bas là, la vitesse que ça va arriver avec la, sera plus élevée que la vitesse initiale. Voilà, carré, carré. OK. Deuxième deuxième sous-partie de cette deuxième partie, ou deuxième sous-partie, deuxième partie, je pense. Mouvement de chute libre, c'est la deuxième partie. Chute libre sans vitesse initiale. Donc là, un objet est là, et puis on laisse ça sans vitesse initiale, ça tombe. OK? Donc, les A là, AG, c'est ça on a dit, G, pesanteur. Le G là, la force du pesanteur. Donc, quand on a quelque chose comme ça, si on projette l'accélération sur tous les axes, OK? Parce qu'on a dit que l'accélération est égale à G. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a dit depuis le début. Hein? On a introduit ça depuis le début. Accélération égale à G. Pour tout mouvement chute libre. Parce que la seule force appliquée, c'est le poids. Donc, A égale à G. On a G ici qui est comme ça. Donc, notre repère ici, vous voyez, K est là, I est là, J, c'est cet axe-là, dans le mur, si vous voulez, sur votre écran, qui entre ou bien qui sort, qui entre. Donc, si on projette sur l'axe I,
le G va donner 0. Vous voyez que le G est perpendiculaire à cet axe. Verticalement, c'est perpendiculaire. Si on projette sur J, ça sera pareil, 0. Si on projette sur K, K étant comme ça dans ce sens, et G étant dans ce sens, donc ça sera moins G. Et maintenant, vitesse. Vous vous rappelez que vitesse, c'est intégration de l'accélération. Il faut intégrer l'accélération pour avoir la vitesse. Donc, évidemment, ici, comme la vitesse initiale est nulle, ça fait 0. Parce que ça sera AT plus une constante. Et la constante là, c'est la vitesse initiale. Vitesse initiale est nulle. Pareil ici. Donc là, on peut avoir quelque chose. L'intégration de moins G là, ça fait moins GT. C'est comme mouvement rectiligne uniformément varié, par exemple. C'est à peu près ça qui est là. Mais ce qui se passe maintenant, c'est l'axe vertical. Au lieu que ça soit une ligne horizontale. Et vous voyez. Et l'accélération ici est égale à G. Donc, si vous avez compris le cours sur cinématique, ici, là aussi, ça sera pas compliqué. Donc, maintenant, vecteur position, on intègre la vitesse pour avoir position. Ouais. Donc, ici, ça sera 0 parce que la position à l'initiale, ça fait l'origine du repère. C'est ici. Y0. Et là, si vous intégrez, ça fait donc moins 1 demi G T carré. Si vous dérivez ça, vous allez avoir exactement ça. Donc, ça, c'est sans vitesse initiale. Donc, les centres d'énergie G d'un solide, ensuite libre, lâché sans vitesse initiale, est animé d'un mouvement rectiligne et vertical. Vertical parce que ça ne part pas dans le sens X ni Y. Vertical, tout droit. OK? L'équation horaire. L'équation horaire là, c'est ici au lieu de X, on va prendre T. L'équation horaire de axe vertical dirigé vers le haut. Okay? Il faut préciser, hein, parce que c'est de là que le moins là est venu. Parce que c'est l'axe là est dirigé vers le haut. Si l'axe là a été dirigé vers le bas, ça ne va pas être négatif. Il faudra faire attention pendant les devoirs et les examens. Donc, vitesse, c'est ça. Moins GT. Position, Z, fait moins 1 demi GT carré. Voilà. Donc, pour un mouvement de chute libre, sans vitesse initiale, voici ce qu'on peut dire. Il faut retenir ça. Mouvement de chute libre toujours. Mouvement de chute libre maintenant, mais avec vitesse initiale. Voici un peu comment on va étudier ça. Supposons par exemple que vous avez un ballon à terre ici. Voici la surface de la terre. OK? Surface de la terre. Et là, c'est l'altitude. Donc, un ballon ici, et quelqu'un tape dans le ballon va faire ça. Ce mouvement, puis venir tomber ici au point P. Donc, quand vous tapez dans les ballons, c'est avec une vitesse. Voici la vitesse initiale, V0. Donc, rapidement, on peut avoir les valeurs de cette vitesse initiale-là sur l'axe X et sur l'axe Z. Donc, pour avoir, on peut prendre l'angle qui est là. L'angle de tir, OK? Alpha. Pour avoir la composante de ce vecteur vitesse-là, sur l'axe X, ça fait V0 cosinus alpha. On est d'accord? Et sur l'axe Y, ça fait V0 sinus alpha. Donc, quand vous tirez, vous allez faire, et la balle va prendre ce chemin-là, comme ça. Il ne faut pas oublier qu'ici, là, A égale à G, toujours. Et la seule force qui est soumise, c'est la force sur le poids, uniquement. L'altitude Z est là. Et ici, c'est, on va dire peut-être, longitude. Donc, soit un objet S, l'objet S là, qu'on étudie, en mouvement de chute libre, lancé d'un point O avec une vitesse initiale V0, le point O ici,
faisant un angle alpha avec l'horizontale. Voilà. Avec l'horizontale, voici l'angle alpha. Ok. Choisissons les repères O, I, J, K avec K vertical ascendant. K vertical ascendant. Pour étudier ce mouvement. Donc, voici les repères qu'on a choisis pour étudier ce mouvement. On va faire la même chose. On commence par l'accélération et on intègre jusqu'à aller au niveau de la position, vecteur position, du vecteur position. Donc, vecteur accélération, comme c'est égal à G, ok? Donc, ça sera la même chose. Avec l'essence de l'axe Z là, du vecteur unitaire K qui est vers le haut, et le poids étant vers le bas, A égale à G, toujours pour chute libre. Donc, si l'axe X, si vous projetez les A, l'accélération ou bien les G, si vous voulez, ça fait 0. Si vous projetez sur l'axe Y, ça sera pareil. L'axe Y là, ce sera l'axe qui entre ou bien qui sort, si vous voulez. C'est pas toujours X ici, hein. On peut dire Y ici, et puis X étant le vecteur, le troisième axe. Ça dépend. Mais principalement, c'est toujours Z en haut quand même. Pour les trucs de chute libre. Donc, on va intégrer ça maintenant. Si on fait l'intégration, on va avoir comme ça. V, donc ça fait V égale à GT, ici là, plus V0. Donc, c'est ce qui nous donne sur X, sur l'axe X. OK? Parce que si vous intégrez accélération pour avoir la vitesse, donc ça sera accélération T, parce qu'ici c'est des flèches, hein, c'est des vecteurs d'abord. On n'a pas projeté, on n'a rien fait d'abord. On n'a pas fait de projection d'abord. Si vous voulez, si ça là, ça vous embrouille, il faut ignorer ça. Puis vous venez directement ici. On intègre. Au niveau de A, l'accélération c'est quoi? Et au niveau de l'axe X, on a 0, non? Donc intégration de 0, c'est quoi? C'est une constante. Constante ici, il faut aller chercher la vitesse initiale. Donc, quelle est la composante de la vitesse initiale là sur l'axe X? C'est V0 cosinus alpha. Donc, c'est ça qu'on a mis ici. Donc, ça, c'est une constante. Si vous dérivez ça, vous allez voir que vous allez obtenir exactement 0. On intègre les AY aussi. AY, c'est 0. Intégration de 0, c'est une constante. Et cette constante-là, elle doit être la composante du vecteur vitesse sur l'axe Y. Vecteur vitesse initiale. OK? Le vecteur vitesse initiale. Donc, si on vient ici, c'est l'axe Y. Vitesse initiale, là, c'est 0. Parce que c'est l'axe qui sort ou bien qui entre de l'écran, ici. Donc, la vitesse, là, n'a pas de composante sur l'axe Y. Voici pourquoi VY va rester 0. Maintenant, on intègre ça, les AZ. Donc, ça va faire moins G T plus la composante du vecteur vitesse. C'est plus une constante. Cette constante va dépendre des conditions initiales. La vitesse initiale, donc. La vitesse initiale sur l'axe Z, ça fait V sinus alpha. V sinus alpha. Donc, voici ce qu'on note. X, Vx, Vy, et puis Vz. On va intégrer ça là aussi, par intégration, pour obtenir position, vecteur position. Donc, forme vectorielle, ça sera ça. Et si on prend si V0, pour intégrer ça, ça va faire V0
Vx, pardon, ça va faire V0 cosinus alpha T plus une constante. Et cette constante-là, c'est la position à l'initiale. Elle sera décidée par la position à l'initiale. À l'initiale, initialement, on est à l'origine du repère. Donc, x0, ça fait 0. C'est pas tout le temps les cas. Hein. On pouvait être ici, par exemple. Dire que x0, ça fait 1 mètre. Voilà, en ce moment, vous allez mettre plus 1 ici. Pour y, vy, intégration, ça sera une constante, puisque vy est 0. Si vous intégrez 0, ça fait une constante. Donc, cette constante, c'est la position à l'initiale. Donc, y0. Y0, là, est 0 aussi, parce qu'on est à l'origine. Au départ, là, on est à l'origine du repère. OK? Et le dernier point, on fait l'intégration de ça. Moins gt plus v0 sinus alpha. Intégration de ça, ça va faire donc moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t, que vous faites plus une constante maintenant. Et la constante, c'est la position à l'initiale. Z à l'initiale, Z0. Z0 étant 0, donc c'est pour cela qu'il n'y a rien ici. Attention, c'est pas tout le temps comme ça. Si à l'initiale, Z0 n'était pas 0, peut-être on pouvait dire que voilà, et c'est quelqu'un qui, au lieu que ça soit à terre qu'on tire le ballon, ça soit par exemple basket, quelqu'un qui lance le ballon. Donc la hauteur de la personne, la taille de la personne va déterminer les Z0. Donc on peut dire c'est à 1, basketteur, peut-être à 1,90 mètres de haut. Donc Z0, ça égale à 1,90. Mais dans notre cas ici, voici ce qu'on obtient. À l'initiale, c'était 0, 0. X0 égale à 0, Y0 égale à 0, Z0 égale à 0. Donc si je remets tout ça ici, c'est tout ça, on vient de voir. Hein. Voici l'équation. OK? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Y0, là, Y égale à 0. Quand Y égale à 0, le mouvement est plat. Parce que le mouvement ne se passe pas dans l'axe Y. C'est pas comme si ça passe zigzag comme ça. C'est juste dans un plan. C'est comme si vous êtes en train de tracer sur le tableau. Est-ce que vous pouvez tracer hors tableau, hors du tableau? Non. Donc ça, c'est la remarque qu'on fait. Ça ne se passe pas sur Z. Donc Y égale à 0. Le mouvement est plat, est plan. Donc se déroule dans le plan X, O, Z. Donc, en éliminant le temps entre X et Z, c'est-à-dire on peut exprimer juste entre X et Z, on va ignorer le Y là, parce que le mouvement ne se passe pas là-bas, c'est tout en 0. V c'est 0, A c'est 0, V c'est 0, et puis Y aussi est 0. C'est-à-dire AY c'est 0, VY c'est 0, Y c'est 0. Donc on peut ignorer Y. On va tirer T à quelque part ici, et puis remplacer ici, comme ce qu'on a fait dans... Voici ce que ça va donner. Donc si vous tirez T ici, vous allez avoir quoi? T égale à X divisé par V0 cosinus alpha. Ou bien, T égale à X divisé par V0 cosinus alpha. Donc, on va remplacer le T là, ici. Ça fait T au carré, non? Donc, ça sera X au carré divisé par V au carré cosinus alpha carré. Donc, c'est ça qui est là, V au carré cosinus alpha carré. Les X au carré là est là. Maintenant, si vous remplacez ici les T là par X divisé par V cosinus alpha, vous allez voir que, parce que ça va venir se diviser ici, ça sera X, V sinus alpha multiplié par X divisé par V cosinus alpha. Donc, les V là vont partir. Vous allez avoir sinus alpha divisé par cosinus alpha. C'est ça qui donne tangente alpha.
Donc, x tangente alpha. Donc, ça là, c'est z là. Z en fonction de x. OK? Z en fonction de x. Donc, ça, on va appeler ça la trajectoire, l'équation de la trajectoire en fait. La trajectoire du centre d'inertie d'un objet en chute libre lancé avec vitesse initiale V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale, est une portion de parabole contenue dans le plan vertical contenant V0. Voilà, le plan qui contient V0. Donc, parabole, vous voyez, c'est comme une parabole. Portion de parabole. OK? Donc, en réalité, c'est l'équation de la trajectoire, là, comme ça. L'équation de cette droite. Vous voyez? Z en fonction de X. À tout point X, vous pouvez avoir la valeur de Z. Voilà, Z en fonction de X. Les coordonnées. OK? On va garder ça toujours ici. On va parler maintenant de ce qu'on appelle la flèche. C'est quoi la flèche? Dans ce genre de mouvement-là, il y a quelque chose qu'on appelle la flèche. OK? La flèche, on appelle flèche de la trajectoire. C'est dit ça, c'est la trajectoire. La ligne bleue qui est là. Ça, c'est la trajectoire. Donc, on appelle flèche de cette trajectoire-là l'altitude maximale atteinte par le projectile. L'altitude maximale, c'est-à-dire, si vous voulez, la hauteur maximale que le projectile va atteindre. Par exemple, si vous prenez ici, voici la route que le ballon, votre projectile, on suppose que c'est un ballon. Voici la route que ça va prendre, comme ça. Quelle est la hauteur maximale? C'est à ce point-là, ou bien, donc on peut dire que c'est cette hauteur-là qui est maximale. On vous dit qu'à ce point, la tangente à la trajectoire, elle est horizontale. Voyez la trajectoire, la ligne bleue là. À ce point S, vous voyez la tangente à la trajectoire. Parce qu'à tout point de cette trajectoire, on peut avoir une tangente. Si vous voulez tangente ici, cette tangente elle sera comme ça. C'est juste là où ça touche un peu votre arc. À ce point-là, la tangente elle sera comme ça. À ce point, la tangente elle sera comme ça. Mais arrivé à ce point-là, la tangente à la trajectoire, elle est horizontale. Donc, au niveau où on a la flèche là-bas, la tangente à la trajectoire, là, elle est horizontale. C'est ce qu'on veut vous dire. Donc, si la tangente, elle est horizontale, ça veut dire que ici, là, à ce point-là, arrivé à ce point-là, la vitesse, là, vous voyez que la vitesse sera aussi horizontale. Ce que ça veut dire, ça sous-entend. La vitesse sera aussi horizontale. Et si cette vitesse est horizontale, c'est-à-dire arriver ici, supposons que le point démarre là, vous voyez la vitesse sera comme ça. Puisque la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Donc, arriver ici, cette vitesse-là, vous voyez, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Arriver ici, cette vitesse sera horizontale ici. Donc, la composante Z de la vitesse là, Vz là, sera égale à 0. Et c'est seulement à ce point uniquement que Vz sera égal à 0. Vous voyez? Parce qu'ici, la vitesse a deux composantes, Vx et puis Vz. C'est-à-dire composante sur x, composante sur z. Arrivé ici, on aura une vitesse tangente comme ça. Ou bien, arrivé ici, la vitesse sera tangente comme ça. On aura toujours Vx, Vz et puis Vx. Mais arrivé à ce point-là, il y aura seulement Vx. Vz sera égal à 0. Donc ça, c'est la condition qu'il faut poser pour pouvoir avoir la flèche, la position de la flèche. Donc quand vous entendez la flèche, posez directement Vz égale à 0.
OK? Si vous posez Vz égale à 0, vous allez voir. Vous repartez, si on repart un peu, je vais repartir un peu en arrière pour vous montrer cette valeur, la Vz. Là. Et la vitesse, c'est là. Voici la vitesse que nous avons. Vz. OK? Voici la vitesse. On ne parle pas de la position, hein. On ne parle pas de Z. On parle de Vz. On ne parle pas d'accélération aussi. On parle de vitesse. Donc, c'est cette vitesse-là qu'il faut poser égale à 0. Je ne pas. Voilà. OK? Moins gt. Bon, on a mis S pour dire que ça correspond à ces points-là. Moins gts plus V0 sinus alpha égale à 0. Et dans ça, maintenant, vous pouvez tirer votre T. Vous allez avoir TS égale à V0 sinus alpha chez G. Voilà. OK? Donc, ce T-là, vous pouvez aller le remplacer dans votre équation, dans Z, pour avoir les Z correspondants. Ou bien vous remplacez ça dans X, OK? Pour avoir la position X correspondant. De toutes les façons, si vous avez le T, une fois que vous avez le T, vous pouvez maintenant aller remplacer le T là. Soit ici, pour avoir le X. Si vous remplacez ici, vous allez avoir le X correspondant, la position X ici. Si vous remplacez dans Z, le T là, qu'on vient de calculer là-bas, si vous remplacez ici, vous allez avoir la hauteur, cette hauteur là, Z, la cote. Puisque ici, ça va vous donner les coordonnées, les X et les Z. Les X étant ici, et les Z étant ici. Les coordonnées du point S là. Voilà, si vous remplacez les T qui est là. Donc, en reportant TS dans ZT, on a la flèche. Parce que la flèche, là, c'est cette hauteur-là, selon la définition ici. Ou bien, c'est l'altitude maximale. Donc, si on remplace, on aura quelque chose comme ça. ZS sera égal à V0 carré sinus carré de alpha de tout sur DG. Ou bien, on va répartir pour vous montrer. Si vous remplacez ici dans Z ici, vous allez avoir votre flèche. Vous allez avoir la cote. Parce que c'est cette cote-là, cette distance-là, c'est-à-dire ici, si vous voulez, ça, c'est la même chose que ça, hein. Et ça, on veut. Donc, en remplaçant, voici ce que vous allez avoir comme Z. Donc, c'est universel aussi, hein. Vous pouvez dire que c'est Z, la flèche, donc sera égal à V0 carré sinus alpha carré chez DG. C'est tout. Là, maintenant, on va parler de la portée horizontale. La portée, on a parlé de la flèche. On va parler maintenant de la portée. La portée horizontale. On appelle portée horizontale de la trajectoire l'abscisse du point situé dans le plan horizontal passant par O. OK? C'est tout simplement le P qui est là. Là où votre ballon là va venir couper l'axe O là. OK? C'est ces points là, ici là. C'est ça qui va vous donner la portée. Voilà. Flèche, c'est ici. Portée, c'est ici. Donc, P, comme P qui est là, pour avoir la portée, qu'est-ce qui nous permet d'avoir la portée? C'est qu'au niveau de ces points-là, ce qui caractérise ces points, c'est que là-bas, le X égale à quelque chose de max, mais le Z égale à 0. Est-ce que vous voyez? Le X, cette distance-là, c'est la plus grande distance. Non? Supposons que ici, c'est le sol. On ne va pas dire que le ballon ne va pas continuer à s'enfoncer dedans.
Ouais. Donc, à ce point-là, vous voyez que l'altitude Z là, est 0. Donc, on peut passer par là-bas pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Poser Z égale à 0. Là, c'est pas VZ, on a dit. C'est pas AZ, on a dit. C'est Z lui-même, on a dit. Donc, c'est carrément l'équation là, les Z là, on va les prendre. On va dire égal à 0. L'équation qu'on a établie là. Voilà. Donc, et puis vous pouvez tirer les X là-bas. Parce que c'est cette distance-là, X là qu'on cherche. Donc, en tirant ça, vous pouvez obtenir XP égale à ça. V0 carré sinus d alpha sur 2. Vous pouvez essayer. OK? C'est comme une équation de second degré. L'année passée aussi, j'avais expliqué ça très bien. OK? Si je garde ça ici comme ça, c'est la formule de la portée. Donc, il faut essayer de retenir ça. OK? V0 carré sinus 2 fois alpha sur G. Donc, pour avoir la portée horizontale. Donc, il y a on peut faire des remarques. Vu la symétrie de la parabole, okay? Symétrie de la parabole, XP là, c'est ici, hein? C'est la portée. Comme c'est symétrique là, vous voyez que c'est symétrique. On peut dire que cette distance XP là, ça fait 2 fois XS. XS là, c'est la position ici là, du sommet là, c'est-à-dire la flèche. Donc, on peut dire que c'est cette distance, ça fait 2 fois cette distance là. Vous voyez, comme c'est aujourd'hui. Mais encore, pour deux valeurs différentes de l'angle alpha, vous voyez ici, l'angle qui est là, l'angle que la vitesse initiale fait avec l'horizontale, avec l'axe X, on va dire comme ça, c'est mieux. Cet angle alpha là. Si on a deux angles, ok, avec ces deux angles, pour deux valeurs différentes de l'angle alpha, nous avons un même point d'impact. C'est-à-dire, à ces points-là, il y a deux façons d'arriver à ces points. Soit vous tirez très haut, le ballon va aller très haut, mais va revenir sur ces points-là, comme ça. Soit vous tirez juste légèrement en haut comme ça. Et puis le ballon va venir tomber ici aussi. Donc, si vous tirez légèrement comme ça, okay, c'est comme si à bas du sol, ou bien vous tirez juste de façon horizontale, comme on tire les tirs au but. Par exemple, en ce moment, vous voyez que la vitesse, l'angle que va faire la vitesse initiale avec l'axe X sera là, sera plus petit que ici là. Donc, il y a deux possibilités. On va appeler tir tendu et tir en cloche. Okay? Tir en cloche, tir tendu. C'est ça les deux différences. Vous allez voir tout de suite, il y a un schéma qui explique la différence. Donc, pour une valeur de l'angle alpha, la portée est maximale. C'est-à-dire, il y a une seule valeur de l'angle alpha où on peut avoir une portée maximale. La portée maximale. C'est-à-dire même puissance de tir. OK? Voici un peu. Avec la même puissance de tir, si vous tirez par exemple, pour avoir la portée maximale, voici l'angle qu'il faut choisir. 45 degrés. Tir avec portée maximale. Maintenant, voici tir en cloche.
cet angle-là, 60 degrés. Tir tendu, c'est comme si c'était à bas le sol. Donc, avec tir en, ça c'est le deuxième point qui est là. Tir tendu et puis tir en cloche là. Les deux aboutissent ici. Au même point P. Ok? La même portée. Donc, il y a possibilité de faire ça. Tir tendu là. C'est ça son alpha, on va appeler alpha 3 en bleu ici. Alpha D, c'est tir en cloche là. Même si alpha 3 là n'est pas écrit. Vous voyez que alpha 1 là, c'est l'angle qui correspond tir maximal, à la portée maximale, pardon. C'est cet angle, alpha 1. La portée maximale. C'est alpha 1, 45 degrés. Donc, pour avoir une portée maximale, okay, avec la même puissance de tir, si vous choisissez l'angle de 45 degrés, vous avez la portée maximale. Voici pourquoi vous pouvez calculer souvent la distance où votre ballon ou bien votre balle va atterrir en fonction de la portée. OK? Ici, l'angle pour le tir tendu, on va appeler ça alpha 3. L'angle pour le tir en vert là, tir en cloche, on va appeler ça alpha D. Donc, on vous dit que pour avoir l'angle tir tendu là, la relation entre les deux, alpha 3 égale à 90 moins alpha D. Donc, c'est comme si c'était 30. Donc, ici là, tir tendu là, l'angle de tir là, c'est 30 degrés. Tir en cloche, 60 degrés. Pour une portée maximale, il faut opter pour 45 degrés comme angle de tir. L'angle que la vitesse initiale fait avec l'axe X. OK? Bon, on va arrêter ici pour cette première partie et on va continuer après avec les deux autres points pour terminer les chapitres. Merci beaucoup.